C'est Backcheck XXL, c'est samedi soir. Nos invités, Geoffrey Vauclair, Marc Leuenberger, Stéphane, bien sûr. Les 4 Roms ont été engagés. Et pour toi, Geoffrey, quelle est l'image qui va te rester? La victoire de Fribourg-Gotteron contre Lausanne avec 2 buts de Kylian Motet et un grand Berra dans les goals ce soir du côté de Fribourg. Marc? Bien. Essayé, malheureusement pas pu, mais ils ont très bien travaillé. Ils sont encore revenus à la fin. Dommage, mais ça donne d'espoir. D'espoir, pourquoi? Qu'est-ce que j'allais dire? Tu veux qu'on la refasse? Alors, Genève a perdu, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Genève a perdu face à Berne par la plus petite des marges, soit 1 goal d'écart. Et l'image de la soirée, c'est le doublé de Kiki Motet du côté de Fribourg-Gotteron qui permet aux Dragons de signer un succès ô combien important ce soir face à Lausanne. C'est samedi soir, la National League bat son plein et nous on se rend du côté de Davos où, on le sait, il est toujours dur d'aller jouer à cause de l'altitude et au mois de janvier c'est pire que tout, c'est l'après-fête, il n'y a plus rien, il n'y a que le casino qui est ouvert, vous devez aller... Non bref, on arrête avec ces histoires, on pourrait prendre une bonne résolution. T'as 2 kilos. Arrêtons de dire que c'est dur d'aller jouer. C'est compliqué, l'altitude, etc. Voilà. Mais voilà, c'est comme ça, c'est une donnée, c'est comme ça. Regarde, hier on a dit c'est toujours dur d'aller jouer à l'île-Fils, puis Zurich s'en a mis combien? C'est ça. Ben voilà. Alors Lugano, peut-être, s'est dit la même chose ce soir. À Davos, ils se sont dit, allez, on a été battus avant les fêtes, là on a pris les bonnes résolutions, on reste sur des performances abouties. Ça s'est pas passé comme il l'espérait très certainement. Serge Pelletier, l'entraîneur du HC Lugano, avec une ouverture du score à la 5e minute de jeu. Déjà, Geoffrey Vauclair, signé Ischier, assise de Lindgren. Ouais, une perte de puck là, de la défense de Lugano, une bonne passe et puis le Ischier qui fixe bien Zurkirchen avec un superbe shoot en pleine lucarne. Ouais, ça commence mal pour Lugano, ce coup-là. Et pourtant, Lugano va égaliser dans cette première période à 5 contre 3, fin de double punition, Marc. C'est Linus Klasen qui ne rate pas ce genre d'occasion, verra-t-on. Oui, il ne les rate pas, mais il n'en a pas si souvent que ça. C'est ce qu'il devrait peut-être voir à changer. Le but d'avant, ils font de grosses erreurs. Là, ils ont 53. Ouais. Il le met bien. Oui, la passe est magnifique, mais le tir sur réception aussi, parce que le gardien avait fait un bon déplacement. Exactement, les deux sont bien, mais malheureusement, on ne joue pas tout le long à 4,53. C'est ça. Ça ne va pas suffire pour Lugano s'il continue comme ça. Ouais. Par contre, vous avez vu qu'il y a un porte-gourde maintenant derrière la cage. Pas que la gourde gicle. Alors elle gicle, mais elle ne tombe pas. Ouais. C'est dommage, parce qu'on aimait bien quand c'est de la haute technologie, la haute technologie. Oui. Absolument, on est rassuré comme ça. On a la pointe, toujours. Allez, plus sérieusement, on sera en deuxième période avec Ambul qui va marquer à 4 contre 4. La réussite, c'est lui qui rentre dans la zone. Et là, Stéphane, on se promène du côté d'Ambul, finalement. À l'entrée de zone, il y a un petit délai à l'entrée de zone, il se débarrasse de son couvreur, là, tout le monde a reculé. Et puis, je pense qu'il rate même son tir, parce que son tir semble partir en bas. Je ne suis pas certain qu'il visait la partie inférieure, parce que ça semble avoir une trajectoire un peu étrange, mais sur Kirchhoff, à cette distance-là, tir frappé, c'est compliqué entre les jambes. Ouais, mais quand même, c'est un tir courte distance. Bon, on dit toujours que les gardiens ne doivent pas prendre de but entre les jambes. Bref. Ambul, on va le retrouver de nouveau. Hop, le rebond accordé par Zurkirchen. Et puis là, facile pour Herzog. T'as vu le changement de ligne de Lugano, là? Aïe. Comme en mini, tu sais, quand ça fait un peu peur sur ce coup-là. Là, il y a vraiment un mauvais changement. Ils arrivent pratiquement en 2 contre 1. Puis en plus, derrière, les joueurs de Lugano ne checkent pas à 100%. Ça donne un rebond à l'attaquant de Davos qui doit juste le mettre au fond, on va dire. Ce qui est peut-être plus inquiétant finalement pour Lugano, c'est qu'à ce moment-là, on se dit bon, ok, d'accord, 3-1, les événements qui tournent contre soi, on essaye vraiment de faire quelque chose en troisième période. Il y a eu beaucoup de punitions pour Lugano, beaucoup d'indiscipline. 9 pénalités mineures, bon, ça donne un temps, plus de 10 minutes en infériorité numérique là, au niveau du temps. Mais 9 pénalités mineures, donc il y a eu des coïncidences probablement là-dessus. C'est beaucoup quand même. Oui, c'est beaucoup de pénalités.
tu perds de l'énergie. Tu es sur la route, prends les pénalités, etc. Donc c'est un peu compliqué. Et tu vas encaisser de nouveaux buts en troisième période. Davos qui va faire la différence, tout d'abord par Kessler, 54e minute de jeu, avec cette rupture. Et puis c'est le défenseur qui la touche là, Marc. Ouais, c'est-à-dire, il fait s'entretire, si on veut. Il le remet dessus et c'est le défenseur qui va le toucher. Je crois qu'il chanceux. Il le propulse même avec le patin, il me semble. Oui, chanceux. Honnêtement, c'est un 2 contre 1. Pas tout à fait un 2 contre 1, puis elle dévie sur le fer. Voilà, ça lui tape sur le patin et elle entre. Sur Kirchhoff, bon, ce soir, pas de chance, sérieusement. Il n'a pas de chance, mais celui de Davos est arrivé, il l'a fait et puis il met le puck. C'est ça, un but, c'est un but. Après, voilà. Personne ne demande. Hein, exactement, c'est pas comment, c'est combien. Et puis alors là, la bombe échoussée de Palouchaï là, pour le 5-1. Sur un 6 de Zingren, là. Dans sa maison, Palouchaï, elle en a déjà mis quoi 7 ou 8 comme ça, je pense. Tir sur réception, très puissant, regarde. Tac. Au revoir, merci. Top shot. 5-1, Davos, toujours aussi efficace, notamment en supériorité numérique, qui s'offre donc le scalp de Lugano, avec Lugano qui fait du surplace. Ça stoppe un petit peu la progression du côté du HC Lugano. 31-30 et tirs au but, quand même équilibré au niveau des chances de marquer. Pas des chances de marquer. Des tirs au but, j'assume les chances de marquer probablement. Il y a eu mais je pense que Davos a été drôlement opportuniste, ce qu'on a vu. Et puis pour Lugano, ça va être compliqué jusqu'à la fin de l'année. C'est une équipe qui est moyenne partout, moyenne dans le but, moyenne en arrière, puis moyenne devant. Donc voilà. Il faudrait peut-être des retours, notamment en défense. Il va revenir quand blessure en bas du corps. En bas du corps. C'est combien de temps en bas du corps, ça, en général? Alors, ça dépend le type de blessure, mais écoutez, on espère qu'il revienne assez rapidement, le frangin. Bon, c'est pas lui qui va changer Lugano, hein, on est d'accord, mais tout est bon à prendre en ce moment du côté du Tessin, là. Ouais, Postma a joué 24 minutes 11 ce soir, pas le Postma. On a vu quand même certains défenseurs. Wellinger, ce soir, ça a été assez compliqué. Voilà, donc on n'aura pas la date du retour, mais demain. Parce qu'il joue demain. Non, je parierais peut-être plutôt dans quelques jours. Dans quelques jours. Ouais. Ok, d'accord. C'est bon, on est entre nous. C'est pas comme si on était à la télé. Non, pas du tout, c'est pas le genre. Allez, messieurs, on va passer maintenant à Fribourg-Lausanne, le derby. Pour notre ami Stéphane Non, c'est Roche. pas un derby. Vous m'avez dit ce soir que c'était pas un derby. Non, c'est pas un derby. C'est pas un derby, vous m'avez dit. Bon, c'est pas un derby. Alors, c'est pas un derby, c'est dommage. Moi, j'aime bien les derbys, mais voilà. C'est pas un derby, on t'a dit. Allez, la qualité, pas la quantité. Voilà, c'est ça. Par contre, au niveau de ce derby, ça a été quand même très serré, hein, là, du côté de la BCF Arena. Avec le départ, c'était la première de Holm, qui, durant les 20 premières minutes de jeu, a surtout testé le banc des pénalités. Mais c'est surtout l'ouverture du score par un futur fribourgeois, Yannick Heron, sur d'abord un bon travail préparatoire de Frick. Mais Yannick Heron, quand même, marque très esselé, dira-t-on, dans le slot fribourgeois. Oui, la défense, elle n'est pas là. Il y a eu un mauvais changement ou un changement en retard. Ils arrivent, mais ils ne patinent pas, ils ne réduisent pas la distance par rapport à Heron. Il a tout le temps de se préparer pour un shoot. Et plus il recule, plus ils sont sur le gardien. Et moins il a de distance ou de difficulté à tirer, Heron. Et voilà. Et ça fait 1-0 après 20 minutes de jeu. La réaction fribourgeoise en deuxième période. Et surtout, super Kylian Motet, regardez, qui va pouvoir partir en contre-attaque avec cette égalisation. Un partout qui peut déjouer, Tobias, Stéphane. Et là, il a mis le turbo, quand même, Geoffrey. Oui, il y a une paire de pucks, je crois, derrière lui. de Frick. Ouais, il a encore le temps de regarder derrière lui, Kylian. Mais là, il le soulève très bien parce qu'en bas, c'est quand même bien bouché par la botte ou la jambière de Stéphane. Il met vraiment bien ça sous la latte. Vous avez Brodin qui suit, je crois. Non, poussez pas les gars. Je les retire derrière. Et puis Kylian Motet qui peut récupérer là. Toute une passe là, de Boychuk sur ce coup-là. Il me semble que c'est lui qui fait la passe. Et 5e assist déjà pour Boychuk depuis qu'il est arrivé. Il fait du bien. Oui, il a joué pratiquement 23 minutes ce soir à Boychuk. Donc il prend du temps de glace et la passe. Là, il rate son tir. C'est un peu chanceux quand il rate son tir. Pas chanceux. Regardez, son tir est parti bloqué, il le récupère, le pousse de l'autre côté. C'est pas ça qu'il voulait faire à la base. Non. Mais il l'a fait. Mais Stéphane, il est complètement il est coincé sur ses appuis. Il est vissé. Il imagine le tir finalement plus que la passe. Puis finalement, c'est André Bikoff qui va sceller le score final dans la cage vide. 3-1, victoire de Fribourg-Gotteron, importantissime parce qu'on va le voir, Berne a gagné plus tard. Et puis du côté de Lausanne, encore et toujours. Mi-figue, mi-raisin. Oui. Hier, c'était la soirée 50-50. La soirée, c'est quoi? Ouais, on savait pas trop.
Mais ce soir, Lausanne, c'est Lausanne. Écoutez, moi, je n'ai pas suivi le match en particulier. Vous avez peut-être suivi plus que moi, parce qu'évidemment, moi, je suis souvent concentré sur le match studio. 38 tirs par Lausanne, 23 par Fribourg. Un grand Reto Berra. 17 tirs bloqués par Fribourg. Donc, Reto Berra, messieurs, c'est du 97,37 ce soir. Donc, arrêtez l'époque, là. Ça aide, ouais. 38, on sait, ça ne dit pas de la qualité des shoots et tout, mais quand même, 38-23, là, il y a une petite tendance, au contrôle de la rondelle, puis être dans la zone d'attaque, etc. Tobias Stéphane, pas un mauvais match. 2 buts sur 22 tirs, 90-91. C'est pas... Ouais. On a vu le breakaway, les deux buts qu'il prend. Le troisième, c'est dans le cage vide. Donc, voilà. Lausanne mal payé ou Fribourg bien payé ou je sais pas trop. On dirait que quand même Berra, on a vu 2-3 fois, a fait des gros arrêts. Hein. Je veux dire, je pense qu'avec un gardien ordinaire, c'est un peu plus compliqué pour Fribourg, mais ils l'ont signé... Ils n'ont pas signé un prix ordinaire. Non, pas ordinaire, extraordinaire. Ils l'ont pas signé comme un gardien ordinaire. Un chèque extraordinaire, mais ce soir, il a valu son prix, on dira. On va dire ça. Allez, messieurs, réaction tout d'abord du côté de Fribourg-Gotteron. On l'a vu, double buteur. On va écouter tout de suite Kylian Motet. Kylian Motet, c'est un match qui se termine très bien. On a le sentiment que ça a été compliqué pour Fribourg-Gotteron de se mettre dans le rythme aujourd'hui. Ouais, effectivement, au début, c'était un peu compliqué. Ça fait presque une semaine qu'on n'a pas joué aussi, donc... C'est comme ça, mais je pense que malgré le fait qu'on a encaissé, on a réussi à réagir et puis on l'a très bien fait. Dans le deuxième tiers-temps, on a sorti une équipe qui en voulait vraiment, qui voulait revenir à égalité le plus vite possible. Ouais, comme j'ai dit avant, le début était un peu compliqué, mais après ça, au deuxième tiers, on était là, on a travaillé fort et puis on a réussi à marquer 2 goals. La confiance est là chez vous. En plus, j'ai constaté que contre Lausanne, c'est votre 4e but de cette saison. Vous allez bien leur faire mal à ces Vaudois. Ouais, il faut croire, pourvu que ça dure. La confiance est là, vous confirmez? Oui, c'est sûr. Je joue avec beaucoup de confiance, c'est sûr, donc ça fait du bien aussi au moral. Donc, comme j'ai dit, maintenant, il faut pas s'enflammer, il faut continuer à travailler comme ça, et puis c'est comme ça qu'on est récompensé. Merci bien. Mais non, Kylian, il faut s'enflammer, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, qui est sur glace. Non, petite parenthèse, 13e et 14e but de la saison pour Kylian Motet. Ouais. Transcendé depuis le changement de coach, hein, quand même. Ça va sur une saison de 15-20 buts, probablement. C'est très bien. Oui, mais on attend ça de lui depuis un moment. Oui. J'ai envie de dire aussi, on nous le vend comme ça depuis un moment. Et là, moi, je trouve que Kylian Motet, j'ai l'impression que c'est un joueur qui est à maturité maintenant. C'est un joueur qui est plus serein, qui fait moins de gris-gris, qui fait moins de trucs des fois pour rien. Bon, des fois qu'il en rajoute. Il est toujours un peu comme ça. C'est un gars qui est expressif, etc. On a tendance à rajouter sur certaines fautes cette année, moins. Hein? Il apprend. À coup de 2000 francs, t'apprends. Non, mais c'est ça. À coup de 2000 francs, t'apprends. Mais j'ai l'impression qu'il est à maturité. Il marque des buts importants. Il assume un rôle. Il est devenu un leader de cette équipe, à mon avis. Chez les joueurs suisses. Là, Sprunger est encore un leader, probablement, mais ça s'effrite un peu. Il vieillit. Bikoff également. Chez les joueurs suisses, est-ce qu'on peut dire que Kylian Motet est devenu, chez les attaquants, un leader? Moi, je trouve, depuis le départ de French, c'est peut-être l'attaquant le plus régulier, Kylian. Ouais. Et puis, en voyant maintenant, c'est clair, Julien était blessé au genou. On sait les problèmes que ça donne quand tu dois revenir après une blessure au genou. Et j'ai trouvé que Kylian a pris un peu le rôle de leader offensif de Fribourg. Donc, chapeau à lui, quoi. Et effectivement, il me semble qu'il gère aussi mieux ces moments d'émotion où avant, tout d'un coup, ils partent un peu de tous les côtés. Ça vient avec les années, automatiquement. Ouais. Bon, il y en a, ils apprennent jamais, mais je ne parle pas de toi, Marc. Non, mais je peux affirmer qu'il y en a qui apprennent jamais. Ouais. Je donne pas des noms, quand même. Non. Des numéros. On va voir, en tout cas, où va s'arrêter au niveau des buts la saison de Kylian Motet. Réaction maintenant du côté lausannois. Alors, est-on un peu frustré, notamment au vu de la statistique des tirs? On va écouter tout de suite la réaction de Christophe Berchi. Christophe Berchi, c'est un match que vous aviez en main, que vous avez dominé. Qu'est-ce qui finalement n'a pas permis de remporter ces 3 points? Je pense que notre deuxième tiers, c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. On n'a pas joué notre jeu, on a arrêté à mettre les pucks en bas, on a arrêté à mettre la pression. Après, ils ont eu 2 chances et puis ils marquent 2 goals. Ça nous casse la nuque un petit peu. Et puis, je pense que c'est un petit peu notre maladie cette année. Vous avez aussi, j'ai envie de dire, permis au gardien d'en face, à Reto Berra, de se mettre vraiment en confiance pour faire un peu votre désespoir à la fin? Bah oui, on n'avait pas de trafic devant goal. On a créé beaucoup de chances. On a eu beaucoup de temps de zone offensive, mais on n'a pas de trafic. Il a tout vu.
c'était un petit peu facile pour lui ce soir. Merci bien. Ben voilà, très bien résumé au niveau de cette interview de Christophe Berthier. Messieurs, on va faire plutôt une petite pause dans cette soirée de National League, puisque désormais, on va parler de NHL. Hein? C'est travaillé, ça, les gars? Incroyable, ça. On l'a répété. On l'a répété pendant combien de temps? Tout l'après-midi. Ouais. Par contre, je pensais qu'on allait le faire un peu plus NHL, tu vois, pour le... On peut le recommencer, vas-y. On va parler de N. H. L. Voilà, on est bon. C'est bon. À l'anglais. Mais en allemand, on va oublier. Non, on va oublier, puisque ça rend beaucoup moins. Allez, non, franchement, maintenant, allez, on arrête les bêtises. Oui, on va parler de NHL. On va faire un point d'abord, Stéphane, sur le classement. Enfin, on va voir maintenant, si on arrêtait par exemple le championnat, qui serait qualifié pour les playoffs. Exactement, virtuellement. On va regarder d'abord par le classement de la conférence de l'Est et de la division métropolitaine. Washington, une très grosse saison, l'équipe d'Ovechkin, encore une fois, 10 défaites simplement en temps réglementaire. 65 points. Pittsburgh, avec tous les blessés. Malkin était blessé, Crosby blessé depuis un moment, mais on fait des miracles. On a un bon gardien qui fait aussi des miracles. Les Islanders de New York, la deuxième année consécutive, sont là. Jouent un système très défensif, parfois soporifique, mais ça fonctionne. Division Atlantique, Boston, 8 défaites seulement en temps réglementaire cette année en 45 parties. C'est wow. Tampa Bay, petit départ, maintenant on revient. Et Toronto, après le licenciement de Babcock, ça a monté pas mal. Donc, les vedettes se sont montrées tout à coup. Et les quatrièmes as, c'est-à-dire les équipes repêchées, les équipes qui compléteraient les 7 et 8e rangs pour les playoffs, les Carolina Hurricanes, l'équipe de Niederreiter, et Philadelphie, l'équipe de Alain Vigneault, le Québécois, et Michel Therrien, qui sont à la barre. Donc, mais c'est très serré. Là. Il y a très peu. Tout se joue sur un rien. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de surprise, à part ça. Non, il y a les gros sont là, quoi. On a Washington, on a Boston. Ceux qu'on attendait sont là. Tampa, Toronto, tout ça, ils sont là. etc. Et puis à Québec, on va parler des Canadiens de Montréal qui vit un véritable drame social au Québec. Depuis quelques années? Oh, ça va compliquer. Là, on parle de congédiement, de remaniement de tout, des conférences de presse qui se multiplient 8 deuxième fois dans la saison, qu'ils ont 8 défaites consécutives. Alors, je peux vous dire que c'est... c'est tout un peuple qui est en deuil. On parle de jeune coach. Il parle déjà éventuellement le jeune coach qui va remplacer le coach de Claude Julien. Donc, parce qu'ils ont apparemment 2 jeunes coachs à Laval, si je ne dis pas de bêtises, aux Roquettes de Laval, qui sont très bien. Et ça pourrait être un de ces deux-là qui remplace le coach de Canada. Oui, éventuellement, mais pour l'instant, c'est vraiment très. En fait, à Montréal, on parle plus de l'impact que du Canadien bientôt, tu sais? Toi, tu vas devoir te recycler en analyse de football. À mon grand désarroi. Allez, on va parler plus maintenant de l'Ouest, parce que alors là, il y a 1 ou 2 surprises. Ouais. Bon, Saint-Louis, les champions de la Coupe Stanley, sont là. Dallas, on ne savait pas trop. L'entraîneur a été viré pour des raisons obscures. Colorado, c'est une jeune équipe. Hein? McKinnon, Rantanen et tout ça qui vont à Landeskog, qui vont encore une fois pas mal. On briguer une place en play-off. Vegas. Voilà, Vegas, ça va bien. Depuis qu'ils sont dans la Ligue, ils sont dominants. Une équipe qui a été fait partie de l'expansion. Les Coyotes de l'Arizona, c'est cette surprise dont tu parlais, évidemment. Rick Tocchet à la barre de cette équipe, l'entraîneur, fait des miracles. On dit qu'il joue un système ultra défensif, mais lui, il s'en fout du comment, c'est combien qui l'intéresse, avec 54 points. Et puis Edmonton, parce que de toute façon, il n'y a personne en Arizona qui va au match, donc le comment, c'est égal. C'est vrai que c'est vide quand on regarde ça un peu. Mais pourtant, il fait frais presque dans une patinoire. Ils sont contents d'y aller, effectivement. À Phoenix, en général, quand il fait froid, il fait 26 degrés. Quoi. Voilà. Et les Oilers d'Edmonton pourraient participer aux playoffs. Oui, regardez ça. Ils ont 2 grandes vedettes, McDavid et Draisaitl. On va le voir après. 53 points. C'est très serré. 4e as, Calgary, les voisins de l'Alberta, à 2 heures de route de là, sont à 53 points. Et les Jets de Winnipeg, au milieu de rien, en plein centre du Canada, où les nuits sont très longues. Il y a une chanson comme ça, les gars. À Winnipeg, les nuits sont longues, c'est connu. Il n'y a rien à faire. C'est chiant à mourir. Et voilà. Donc, c'est une ville qui est vraiment match, là, qui fait froid. Mais là, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Par contre, il y a un taux de natalité. Alors, non? Après l'hiver, en général. À l'automne. Tout pays nordique. Après l'hiver, il y a 15 jours. Mais Winnipeg, c'est une équipe... Winnipeg, c'est une équipe qui avait une fenêtre pour gagner la Coupe Stanley, puis tout à coup a perdu des joueurs avec le marché des joueurs autonomes, etc. Et là, leur chance n'est pas assez, je pense. Ils vont peut-être participer aux playoffs, mais c'est... Voilà.
On va parler des buteurs, enfin des pointeurs. Et puis évidemment, on est obligé de parler d'Edmonton avec le meilleur joueur du monde, de toute façon. Connor McDavid, voilà, c'est Connor McDavid. Il est rapide, il est explosif, il est spectaculaire. Il atteint quasiment des records de Wayne Gretzky dans un hockey d'une autre époque. 70 points, regardez, en 46 matchs, 24 buts. Draisaitl, l'Allemand aussi, beaucoup moins efficace dans les deux sens de la patinoire, là, parce qu'il y a un des pires différentiels plus ou moins de la Ligue. 69 points. Nathan McKinnon, qu'on ne présente plus, un premier choix overall, un joueur de concession, gros, grand bonhomme, très fort, 66 points. Pasternak, regardez, David Pasternak, le Tchèque de Boston. 35 buts! En 45 matchs, il marque de partout, il tire de partout, il marque de partout. C'est incroyable. Il marque des buts dans des angles impossibles. La buvette du bord des pénalités. Et puis, il joue avec qui? Il joue avec Patrice Bergeron, qui a beaucoup moins de points, mais qui fait le boulot défensif. Et Brad Marchand, qui a quand même 20 buts, 42 passes, 42 assists, 62 points. Chez les défenseurs, pourquoi je parle des défenseurs? Parce qu'il y a qui? Il y a Romagnosi. Le meilleur défenseur au niveau des points, c'est Carlson des Capitals de Washington avec 54 points. Lui aussi, il tire de partout. Regardez, 41 assists, beaucoup de points sur le power play. Il y a Romagnosi, 12 matchs consécutifs avec au moins un point, 46 points. C'est la fierté de tout un peuple. On dit même que ça pourrait devenir le Roger Federer de la Suisse. À voir. On en parle. J'ai lu ça quelque part. Dougie Hamilton aussi, un défenseur droitier, 40 points. Edman, le Suédois de Tampa, 40 points. Et D'Angelo, moins connu celui-là des New York Rangers, 36 points. Mais c'est vrai pour Yossi. Je vais surveiller tes lectures. Et tout ce que je sais, c'est que Yossi, coup de chapeau à lui, Marc Leuenberger. Parce qu'il faut se rappeler que Roman Yossi, c'est compliqué pour Nashville en ce moment. C'est pas forcément une équipe qui marque 6 buts ou 7 buts non plus par match. Donc, par la force des choses, votre production au niveau des points s'en trouve amputée, dirais. C'est juste, mais connaissant, ou quand on voit Roman, il est fantastique. C'est un gars qui est calme, qui travaille avec les... Ça a tellement l'air facile. Exactement, ça a l'air facile. Il fait des mouvements, il fait des spin-around, il fait avec le puck, il donne des coups offensifs, il est défensif, il est partout. Et il rassure ses coéquipiers. Puis je pense que dans cette équipe, il pourra encore prendre plus fort cette force de leader pour faire avancer. Maintenant, c'est toujours la même chose. Il faut avoir la chance d'avoir des bons drafts, d'avoir quelques bons transferts. Maintenant... Aussi, ils avaient une fenêtre il y a 2 ans là, pour la Coupe Stanley. Maintenant, c'est un peu le coche, on va dire. Le coche, etc. Et c'est difficile, 31 équipes, là. Il y a plein de gars qui finissent des carrières sans jamais gagner un titre. Ouais. Donc, et là, du côté de Nashville, c'est le roi de Nashville. Hein. C'est le king de la place. Romagnosi, c'est l'idole. Il joue 26 minutes par match, il est tout le temps sur la glace. Et puis, c'est vraiment le leader de cette équipe. Et pourrait devenir, peut-être une fois, il pourrait aspirer à devenir le meilleur défenseur de gagner le trophée, trophée Norris, remis au meilleur défenseur de la Ligue. Il sera sûrement considéré cette année avec la saison qu'il a. Absolument. Bah tiens, on parle beaucoup de Yossi, on va parler des autres Suisses, parce que Yossi, évidemment, est au niveau de ce classement, entre guillemets, helvète, de ceux qui jouent en NHL, mais tu vas dire 2-3 mots sur les suivants. Timo Meier connaît une saison correcte, 15 buts, 46 matchs, 15 buts, 14 assists. On est à mi-chemin, donc peut-être qu'il peut atteindre le plateau des 30 buts. Nico Hischier, en termes de points, il a raté des matchs, il a été blessé, il joue dans une équipe qui a beaucoup de peine cette année, 10 buts seulement, 16 assists, 26 points, 38 matchs, c'est respectable. Kevin Fiala connaît des problèmes, hein, a été transféré, ça fonctionne pas très bien, pas dans les bons papiers tout le tour de l'entraîneur. Son temps de glace n'est pas toujours extraordinaire. 39 matchs, 25 points. Voilà, c'est compliqué un petit peu pour lui. La suite de sa carrière, seulement 9 buts. Nino Niederreiter, 5 buts cette année en 44 matchs. A été échangé aussi l'année passée du côté des Hurricanes de la Caroline. Il connaît une saison difficile, moins de temps de glace sur les unités spéciales. Dennis Malgin, on n'entend pas beaucoup parler. 3 buts, 6 passes, ne joue pas énormément, mais il est sous les cocotiers en Floride, pas trop de pression, encaisse son chèque. Siegenthaler, défenseur zurichois, messieurs, que je le signale, je ne pensais jamais qu'il ferait sa place en NHL, tellement il était limité techniquement. Il était patient, il a fait des années dans la AHL. Siegenthaler, c'est 9 points et il joue de façon régulière. Gaëtan Haas, évidemment, notre petit Romain, on en est fiers, 8 points. Il ne joue pas beaucoup sur le 4e bloc, mais il joue en NHL, c'est le principal, il est en train de faire sa place. Visa, qui est à Winnipeg où les nuits sont longues, 37 points. Il y a pas mal de temps de glace, a été repêché au dernier moment. Koukan, Berchi, qui c'est compliqué aussi. Berchi avait une belle carrière en NHL, maintenant a été renvoyé en AHL. C'est compliqué pour lui, il a eu des commotions. C'est pas les meilleurs moments de sa carrière. Mirko Müller et Yannick Weber, peu de temps de glace, peu de points, mais c'est quand même des joueurs qui jouent en NHL. Ouais, merci évidemment Stéphane pour ce point sur les joueurs suisses. Alors on l'a vu, Yossi qui
qui domine, on va dire, presque sa catégorie. Puis pour les autres, il faut aussi dire que là, ils jouent dans des équipes, c'est compliqué. Hein, San José, c'est vieillissant. Et puis les New Jersey, c'est la cata, j'ai envie de dire. Ouais, ils ont eu aussi le premier choix cette saison. Jack Hughes. On pensait que ça allait un peu lancer l'équipe. On en a parlé avec Stéphane avant l'émission. Il me semble que le joueur Jack Hughes, qui sera un talent générationnel, comme dit Stéphane, aura besoin de peut-être une année ou deux pour pouvoir atteindre son meilleur niveau. C'est pas comme un joueur qui arrive puis qui domine tout de suite. Je pense quand même que New Jersey a de l'avenir. Maintenant, ils ont pris des choix un petit peu sur certains joueurs avec Piquet Subban. Soit ça va bien, soit ça va très mal. On a fait du marketing avec lui. Parce que lui, on a vendu des maillots, on va dire. Mais sur la glace, il a une saison très compliquée. Et on sait que New Jersey, apparemment, essaye d'échanger Piquet Subban pour un peu rajeunir son équipe et puis surtout alléger la masse salariale de New Jersey, quoi. Mais ils ont déjà échangé Tyler Hall, non? Oui, Taylor est parti en Arizona. C'était le meilleur joueur, en tout cas sur le papier. Quoi, il a échangé parce qu'il devient à l'agent libre sans compensation à la fin de la saison, puis il allait probablement signer ailleurs. Donc, on l'a échangé contre pas mal de jeunes. On est en reconstruction du côté de New Jersey. Puis Jack Hughes, c'est vrai que c'est une saison... il a beaucoup de talent, mais c'est un petit gabarit. S'il n'est pas à maturité. Hein. Moi, je l'ai vu en dehors de la glace à quelques reprises. Ça fait des camps avec lui. Puis, il est pas plus épais que moi. Quoi. Il est vraiment pas... même moins, il est encore plus sec. C'est un gars qui fait même pas 75 kilos. Oui, il est rapide, il est malin, etc. Mais c'est une ligue d'hommes, la NHL, puis c'est vrai que c'est compliqué. Puis là, quand vous jouez dans une équipe qui n'a pas de succès en plus... Oui, mais il va avoir une belle carrière. À mon avis, oui. Allez, à suivre, affaire à suivre. Voilà, c'était tout pour ce point NHL assez long, mais comme on était à mi-saison, on en a profité. Messieurs, revenons à la National League, si vous le voulez bien, avec Zouk Bien. C'était notre match studio de la soirée. Il y a eu 11 buts la veille du côté de la Tissot Arena. Et puis ce soir, on l'avait interviewé, puisqu'il était dans les tribunes. C'était la première de Valentin de Nussbaumer aussi, aligné notamment avec Damien Brunner et Künzle. On l'a vu un peu épisodiquement dans cette rencontre. Il a fait quelques chiffres au début. Après, il a joué 12 minutes quand même. 12 minutes quand même à la fin. 11 minutes et quelques à la fin du match. Là, donc, on l'a pas beaucoup vu. Évidemment, il y a eu de la peine sur les engagements, mais ça, c'est normal. Tout à coup, il tombe comme des hommes et tout. C'est beaucoup plus compliqué. Künzle, encore lui, j'ai envie de dire, Marc Leuenberger, c'est celui qui trouve l'ouverture, c'est celui qui trouve le chemin du but à Bienne. Actuellement, c'est l'homme, je dirais, en confiance. Régulièrement, il est là, il travaille bien. Il faut aussi savoir que c'est quand même un joli bébé. Il va devant le but, il fait ce qu'il faut faire. Là, il est bien servi par Holmström, puis il n'a pas peur d'envoyer ce puck. Et l'égalisation signée Klingberg, assise de Hoffman, ce tir et finalement cette récupération, un puck que n'arrive pas à capter Hiller. On va se retrouver avec un score de 1 partout après 20 minutes de jeu assez logique. Finalement, Geoffrey avec deux équipes qui sont studieuses, on va dire. Exactement, qui sont très studieuses. On sent qu'il y a eu quand même une petite discussion suite à tous les goals que les deux équipes ont encaissés le soir d'avant. C'était pas le match le plus énergique, mais quand même, malgré tout, on a vu quand même de belles occasions. Deux équipes qui sont techniquement, puis au niveau de la vitesse, pas mal. Un petit peu plus, à mon avis, Zug, mais Zug veut des fois trop en faire, à mon avis. Allez, on sera en deuxième période avec l'unique but de ce deuxième tiers, un but zougois en supériorité numérique. C'est déjà le deuxième de la soirée. On va voir cette réussite signée Lindberg et Klingberg. Là, on le retrouve dans son bureau. C'est le bureau de Simon Moser, c'est le bureau de beaucoup de joueurs. Ouais. Enfin, lui, Klingberg, il aime bien être là et il cache passablement la vue du gars. Aucune chance pour Hiller, là. On voit bien. Bon, en plus, devant, il y a Salmela qui fait un... pseudo-bloc. Et qu'est-ce qu'il fait, Klingberg? Il fait juste un mouvement à gauche, il ouvre l'espace, le shoot fort, mais vite tiré, et il a touché la glace et il a rebondi par-dessus la jambe. Regardez bien à 4 contre 5 qui va aller scorer cette réussite signée Holmström, la passe de Forster. Holmström, un des grands bonhommes de cette rencontre. Et là, on se dit, waouh, ça va donner un petit coup derrière la tête. Zug est puni. Zug avait vraiment les moyens de plier la rencontre et là, de marquer le troisième. Et finalement, Bienne revient dans le match. Et on va arriver à la 53e minute de jeu. Et cette réussite signée
Santeller, on va aller voir ça, tout le monde lève les bras, on va aller voir la vidéo. Il faut dire que l'arbitre était tout seul, hein, parce que Salonen, un des arbitres principaux, s'est blessé et Abazian s'est retrouvé tout seul, le pauvre, système à 3. Moi, j'ai fait ça presque toute ma carrière, donc on va pas le plaindre, mais... Mais toi, tu n'avais pas de caméra au-dessus du but. Exactement. Et regardez, moi, j'avais pas la caméra au-dessus du but. Et c'est facile, parce que là, on le voit très bien. Si on n'a pas cet angle de caméra-là, on n'accorde jamais ce but-là. Jamais. Bon investissement, ces caméras. Bon investissement. Ben, ça dépend, ça dépend des soirs. Alors, on accorde le but, puis regardez cette image-là, sur le banc. On dit Orban et à son staff. On le prend pas, tu le prends pas. On voulait challenger pour le hors-jeu. Donc, le but est accordé. Après, on a challengé le hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour moi. On l'a vu, on l'a analysé. Au moment où le puck traverse, le joueur à la pointe du patin, probablement sur la ligne bleue ou juste au-dessus, on n'a pas la profondeur, mais les images ne permettent en aucun cas de renverser la décision des arbitres sur la glace qui était de laisser aller le jeu, puisque ça donnait un but, évidemment. Conséquence? Évidemment, 2 minutes. C'est pas 1 minute. 2 minutes. C'est le tournant du match. Un des tournants du match. Un des tournants du match, oui. On va dire ça. Avec, en effet, la réussite, le 4-2, signé Torel en supériorité numérique. Vous le savez depuis le début de la saison, c'est comme ça. C'est souvent double peine. Et j'ai envie de dire que s'il n'y avait pas hors-jeu, comme tu l'as dit, tant mieux. Parce qu'on a vu parfois des situations sur des matchs où les images n'étaient pas probantes, et ping et pam. Vous connaissez la suite. Torel pour le 4-2. Qu'est-ce que peut faire Hilaire là-dessus? On ne voit pas le shoot partir. Et... Là, il joue un peu à l'intox en disant à l'arbitre qu'il a été touché, mais il n'a rien été touché du tout. Là. Pas du tout. Non, puis Klingberg aussi devant. Hein. Donc, il passe devant, Hop, il s'arrête. Puis il s'arrête, il repasse, il s'arrête, voilà. Le but de l'espoir pour Bienne, signé Damien Brunner. Ça faisait un moment qu'il avait pu marquer 9 matchs, je crois. Il avait marqué un doublé quand il était revenu au jeu, puis après, plus rien du tout. Mais ça ne sera pas suffisant. Bienne qui va finalement s'incliner ce soir face à Zug. J'ai envie de dire quoi, Marc, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit du côté. Non, sur 2 jours, ça fait 9-9. Hein? Oui. Il faut pas... Au niveau des buts. Ça fait 9-9. En 24 heures, ça fait 9-9. Tu sais sur quoi tu dois travailler lundi, quoi. Personne ne voulait payer pour la 10e but. Non, moi je pense qu'il y a... Hier, c'était bien... n'a pas démérité de gagner, mais a quand même été chanceux. Il faut quand même le dire. Aujourd'hui, encore une fois, refaire ce coup-là, ça a vraiment été malhonnête. La marche était peut-être un petit peu trop haute. Elle était un peu trop haute. 20 et 19 les tirs au but. C'est pas un match très offensif. Non, c'était à prévoir par rapport à la soirée d'hier. Ouais. Donc, Turmenen lui-même l'a dit dans l'interview avant match. Ouais. Et d'Internet, il a certainement dit la même chose. Puis il y a eu beaucoup de tirs bloqués, 23 tirs bloqués par Bienne, 14 par Zug. Donc, les Pucks ne se rendaient pas au but ce soir, on bloquait les tirs ou on faisait semblant. Hilaire, 78, 95, 79 %. Donc, encore une fois, un match un peu en déçu. Après ça, on peut regarder chaque but et dire est-ce qu'il peut faire quelque chose, etc. Mais au début de l'année, il faisait toujours quelque chose. Voilà. Donc, voilà. Puis ce soir, Alatalo a joué 26-42. Donc, en l'absence de Diaz, beaucoup de temps de glace pour le défenseur de Zug. Oui, mais Berne a gagné ce soir, Fribourg-Gotteron a gagné ce soir. Alors, Lugano n'a pas gagné, mais sinon, il y a quand même 2 équipes où ça commence à pousser un petit peu en dessous. Réaction à l'issue de cette défaite du côté du HC Bienne. Et puis, c'était sa première, donc, sous le maillot biennois depuis son retour. On va écouter tout de suite Valentin Nussbaumer à l'interview. Valentin Nussbaumer, hier soir, vous étiez en tribune pour voir la victoire de Bienne contre Zug. Ce soir, vous étiez sur la glace, défaite, mais ça se joue encore une fois à pas grand-chose. Ouais, comme j'ai pu le dire avant, ça joue à les petits détails, mais le plus important, c'est que l'énergie était là. Justement, ces petits détails, c'était quoi ce soir? Je pense qu'on a pris un peu trop de punitions. Le hockey, ça se joue sur des détails, et puis peut-être qu'on a payé le prix ce soir. Et à titre personnel, comment vous avez vécu cette première rencontre avec Bienne? J'ai été très bien accueilli hier matin dans le vestiaire. Du coup, c'était un peu un match spécial. Il fallait faire toutes les adaptations du hockey suisse, mais j'ai des bons coéquipiers qui
qui m'ont aidé depuis hier, du coup ça va être facile. Merci beaucoup Valentin. Ah, le Tse. Le fameux Tse. Le fameux Tse du Québec. Le Tse du Québec. Voilà, Tse, voilà. Mais là, il l'a dit que 2 fois, donc là, ça va. Il va soir reprendre son d'avant, accent il l'a dit suisse. plusieurs fois. Ouais, il a dit plusieurs fois. Ouais. Ça fait rire beaucoup de monde, hein? Ouais, moi, quand j'ai vu l'interview hier, ça m'a fait vraiment bizarre, quoi. Il parlait comme s'il était encore au Québec, quoi. Ouais, Mais ça va, exactement. en 24 heures, il est déjà revenu un peu plus de ce côté de l'Atlantique. C'est normal. Il a passé 2 ans là-bas, il s'est adapté un petit peu. Ah, et comme les Québécois qui viennent ici, comme moi, je m'habitue un petit peu à l'accent suisse. Un peu plus doucement. Ouais. Un peu plus doucement, après toutes ces années, tu es en train de me dire ça? Non, mais les Tse, moi, ça me faisait penser à Paul-André Cadieux, qu'on salue d'ailleurs, si tu nous regardes, parce qu'il les a toujours gardés, et il les gardera jusqu'au bout, de toute façon. C'est bien un peu d'exotisme. C'est un certain charme, quand même. Franchement. Imaginez Jane Birkin qui aurait perdu son accent à un moment. C'est comme moi, si je vais au Canada avec mon accent jurassien, c'est la grande classe, je veux dire. Il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au Canada, c'est la grande classe partout, l'accent jurassien. Est-ce qu'on peut revenir à nos moutons? Absolument. Non, mais je ne veux pas vous déranger, là, mais... T'as quelque chose? Non, t'as le temps de glace de Valentin. Le temps de glace de Valentin, 12-22. Ouais. Il a un peu de peine aux engagements, mais c'est normal. Il a gagné 2 engagements sur 9. Mais là, il fait face à des hommes en face qui sont beaucoup plus forts, probablement un peu plus rusés. Et des fois, c'est une expérience. Kovar est excellent sur les engagements. Donc, il y a 2-3 fois, il n'a pas touché au puck. Là. Mais c'est normal. Mais 12 minutes, c'est pas mal. C'est normal. Absolument. Allez, on va passer maintenant à Berne. Genève Servette, le leader qui restait sur une série de 7 victoires. La dernière en date, c'était face au CP Berne, dans un match très serré du côté des Vernets hier soir. On attendait une réaction bernoise. 2 choses importantes à vous dire avant le début de ce match, enfin, au début de des meilleurs moments. C'est dans les buts Gauthier Desclous, qui garde la cage, et pas Robert Mayer, qui a été très bon la veille. Et du côté de Berne, changement, McDonald est en tribune et retour de Mourchak au niveau de l'alignement en attaque. Et on a senti la différence du côté du CP Berne, qui va ouvrir le score 1-0 par Chiaroni. Et là, Gauthier Desclous, Marc Leuenberger, quand vous commencez un match comme ça après 4 minutes de jeu, vous dites aïe, parce que là, vraiment pas de chance. Ouais, bon, pas de chance, attention. Il est déjà mal passé au début du jeu. Il est à côté du but, il est mal centré. Après, quand il doit revenir, il doit chercher. Donc c'est clair, malchance, oui. Mais s'il avait eu la bonne position depuis le début, il aurait peut-être eu une occasion ou la chance de l'arrêter. L'égalisation de Winnick, si vous avez vu le match hier, on a vu beaucoup de buts comme ça, c'est ça. Un jeu simple, Geoffrey. On met le puck au but. Ouais, puis là, franchement, on voit, il change carrément sa canne de côté. C'est voulu, ce toucher de puck. Je veux dire, mais bon, il est très bon dans ça, comme Eric Fer aussi, qui est très bon aussi devant la cage adverse comme ça. Mourchak, on en parlait, on va le retrouver. Praplan, Mourchak, Praplan. Praplan sans Mourchak, Marc Leuenberger, c'est plus le même homme, je sens. Oui, ou plutôt Praplan avec Mourchak, c'est pas le même homme. C'est un duo, pourquoi casser ce duo? Ouais. L'entraîneur a sûrement ses raisons, mais c'est vrai que ce duo fonctionne. Et si vous voulez utiliser Praplan, il faut mettre Mourchak. Le but qui va faire mal, finalement, au Genève Servette, à 12 petites secondes de la fin, en supériorité numérique, certainement dévié par Moser, ce tir d'Untersander, vous connaissez ça. Et là, Stéphane, ça sera le game winning goal. Oui, on ne le savait pas à ce moment-là, mais là, c'est le game winning goal, une déviation devant le but, mettez des pucks vers la cage avec des déviations, des screens, etc. Et Berne qui a bloqué, mais petite statistique, est-ce qu'on a fini les highlights ou non? Non. Non, je la donnerai. Je peux vous le dire, 36 tirs au but pour Genève ce soir. C'est le même résultat si je le dis maintenant ou après, de toute façon, ça ne va pas changer. 36 tirs au but, 28 par Berne. Donc, Genève était vraiment dans le match. Je ne vais pas aller là à faire de la figuration. 17 tirs bloqués par Berne, encore une fois. Donc, si vous cumulez les deux, là, Genève a passé du temps dans le territoire adverse. Il y a 36 tirs au but pour Genève Servette, 35 qui sont partis d'une canne et un 36e qui est parti d'une poitrine. Il n'a même pu partir d'une dent. C'est la réduction du score, signé Beson. On va le voir sur une action de jeu un peu gaguesque finalement, mais je ne sais pas comment c'est combien en effet. On l'entend souvent ici sur ce plateau. Et c'était le but de l'espoir pour Genève Servette, mais ça ne sera pas suffisant. Fin de série pour Genève. La loi de la moyenne, on va dire, messieurs, qui rattrape finalement le camp Grenat. Mais le côté positif, on l'a vu, buteur là. En première période, c'est quand même le 18e but de la saison de Winnick. Il se bat pour le on va dire quoi, le trophée du meilleur buteur en tout cas. C'est beaucoup, franchement, il fait une super saison. Enfin, un peu comme tous les étrangers de Genève. Je veux dire, ça fait partie de l'équation du succès de Genève cette saison.
Voilà, c'est à mon avis en ce moment le bloc d'étrangers les meilleurs en Suisse. Je ne veux peut-être pas trop m'avancer, mais je pense qu'on n'est pas très loin de ça. Et puis derrière, des bons gardiens, des jeunes qui bossent bien, une équipe qui ne doute pas. Parce qu'on aurait pu penser, après ce début de match à Berne, que Genève avait peut-être un petit peu tiré la valve. Eh bien non, quoi, ils ont joué jusqu'au dernier moment, quoi. Victoire de Berne, défaite de Genève Servette et réaction dans le camp genevois. On va écouter celui qui est lié en défense depuis quelques matchs, en tout cas hier, peut-être pas le cas ce soir, mais on va écouter la réaction de Timothy Kest. Tim Kast, défaite à Berne après une impressionnante série de victoires. À quel moment vous pensez que ce match vous a échappé? Je pense qu'au premier tiers, ils sont venus forts. Ils ont réussi à marquer les premiers goals et puis après c'était difficile de revenir. Ils ont joué un bon match dans l'ensemble, ils ont mis beaucoup d'intensité, ils sont venus finir tout leur check, ils ont mis pas mal de pression. Nous on a relevé la tête après, mais c'est clair que le gardien en face il a fait aussi un bon travail et puis ça n'a pas été facile de revenir. Oui, on parle aussi de tirs cadrés, de shoots bloqués. Le travail est fait du côté de Genève. Qu'est-ce qui manquait ce soir pour finalement passer l'épaule? Peut-être un peu de réussite. C'est vrai qu'on surfe un peu sur une vague de réussite en ce moment et je pense que ce soir, la réussite n'était pas de notre côté. Et puis Berne marque un premier goal un peu chanceux. Et puis après, voilà, ça emballe un peu la partie. Ils arrivent à mener 3-1. On est bien revenu, mais c'est vrai qu'à la fin, il nous a manqué peut-être un petit peu de jus pour aller chercher l'égalisation. Merci Tim. Il a manqué un peu de jus, mais on a payé de sa personne. On l'a vu du côté de Timothy Kast au niveau de son visage. Et puis Berne qui fait un petit ouf de soulagement peut-être parce que c'était une victoire sur les 6 derniers matchs quand même pour Berne. Des statistiques qui ne sied pas évidemment on va dire aux champions en titre. C'est une victoire importante mine de rien ce soir face à Genève. Dernière rencontre à se mettre sous la pupille. Ambry-Rapperswil. On le sait Stéphane. C'est toujours dur. D'aller gagner. Tu fais la grève ou bien? D'aller gagner à la Valacha. Et pourtant, ils l'ont fait, Rapperswil. C'était un match très important pour Ambry, à part ça. Le genre de match où tu coches déjà en disant hey, celui-là, là, il faut faire 3 points à domicile. Ouais. Et finalement, Duner qui va ouvrir le score à 5 contre 4. 15e minute de jeu à 6 d'euros et de Profico pour cette ouverture du score qui bat Benjamin Kunz dans la cage tessinoise. Ouais, il s'est pris à 2 reprises à regarder, une fois, 2 fois. Et il croyait bien enfin faire un sacré arrêt à part ça. Franchement, il en fait même 2 là. C'est juste un peu dommage qu'il n'y a pas un défenseur d'Ambry qui soit là un petit peu pour pouvoir lui avoir le puck. Et qui était de retour du côté de Rapperswil, messieurs Clark. Et voilà, et pam, il score. Marc, ça c'est un sacré étranger du côté de c'est un très très bon étranger. Et puis, mais là aussi quand même, on voit Ambry en tout seul. On a un boulevard, on a une halle de gymnastique devant le but, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a personne pour défendre. Une halle de gymnastique. Oui, c'est tellement grand là, la place qu'ils ont. Ambry. J'avais jamais entendu celle-là, une halle de gymnastique. On peut la noter. Ça, tu l'aimes bien, celle-là. Une coche. Une halle de gymnastique. C'est même pas la boîte. C'est une halle de gymnastique. Voilà. Messieurs, il l'a dit. On se rend en deuxième période avec Scotty Upshall qui va pouvoir réduire le score. Scotty Upshall, c'est je reste pas, je reste pas, finalement je reste. Et à ce qui paraît, il adore le Tessin. Semble-t-il qu'on le retrouve souvent plus au sud du Tessin, où il y a plus de vie. Bon, en même temps, plus au nord du Tessin, quand tu es en Ambry, c'est le Gothard. C'est aéro-élo, puis là, il n'y a rien du tout. Mais au sud du Tessin, à partir de Bellinzone, en descendant, c'est plus intéressant les soirs de pleine lune. Vous en apprenez des choses avec nous quand même sur la géographie. Il a des sacrées informations, Stéphane. Je peux vous dire que je suis allé assez arbitrer au Tessin assez souvent dans ma carrière pour savoir tous les sorties d'autoroute par cœur, toutes les montagnes, les petits clochers d'église. Voilà. Tout, je les connais. Tout! Ouais, il y a un célèbre guide vert et rouge qui t'a même demandé de faire des annotations, quoi qu'il en soit. Allez, plus sérieusement, Chervenka qui va marquer le 3-1, Rapperswil qui prend ses distances et Ambry qui va scorer le but de l'espoir, là aussi en supériorité numérique. Zwerger qui va trouver un trou de souris. On se demande encore, Marc, où il est passé. Ouais, il le met juste à la hauteur du genou, là au premier poteau. C'est au du genou, quoi, juste entre la fesse et la jambe. Il n'est pas bien, il est de travers le gardien, et puis c'est pour ça. Il est juste entre 2 positions. Voilà. À ce moment-là, et c'est là
ça passe. Ouais, mais joli coup d'œil de Tsvergar quand même, parce que moi je pense qu'il le voit. Ah, il le cherche là. Exactement. Il l'a cherché. Kazout qui va marquer le 4-2, le but qui va assommer finalement les Tessinois, c'est le cas de le dire. Le gardien aussi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est son propre joueur en plus qui font. C'est ça, exactement. Ça, c'est pas 2 minutes, là. Mais. Non, là, il ramasse une baffe. Hein. Non, il ramasse une. Puis il vient vite, le gars. Oh. Non, on ne la chope pas la tête à l'épaule. Et ce soir, les Lakers ont seulement 23 tirs au but, mais ici, ils ont marqué 4 fois. Et même, oui, 4 fois, et puis la 5e dans la cage vide, par Clark. Encore une fois, le petit Clark, qui a été très bon aussi à la Coupe Spengler. C'est un étranger d'un point par match. Hein. Il a eu du succès quand il était passé à Langnau et tout. Donc, c'est un gars qui... Un fin renard. C'est un joueur d'attaque qui est dans le slot, qui fait dévier des tirs, qui est toujours bien placé. Voilà. Chervenka et Clark, là... Sur le powerplay, des gens comme ça. Ça change la donne du côté de Rapperswil. C'est ce qui fait que Rapperswil n'est pas complètement largué cette année encore. Il est dans la cave, mais pas comme l'année passée. L'année passée, c'était la catastrophe. Cette année, c'est... Ils sont le double de points à la fin de la saison. Oui, ils ont déjà dépassé leur total l'année passée, puis ils arriveront au double, quoi. C'est possible, il faudra voir ce que ça va donner dans le tour de placement, puis finalement au play-out, parce que je pense que voilà, Rapperswil sera en play-out. Mais c'est une année, au vu du parcours de Cloton, quoique ce soir, on touchera un mot sur la Swiss League, mais voilà, on a montré le match entre Sierre et Cloton, on l'a dit, voilà, équipe, franchement, c'est le favori numéro 1. La Swiss League, c'est vraiment... Exactement. Cette année, je pense que le dernier de National League, il faudra être fort quand même. Oui. Parce que Cloton a une équipe de beaucoup de joueurs qui ont joué en National League et tout, des routiniers, bons gardiens. Ils ont été chercher l'entraîneur de Langenthal qui a été champion l'année passée. On dit beaucoup de bien de lui, entraîneur suédois, dont le nom m'échappe. Je l'ai vu cette semaine à Sierre, mais il fait un bon job et cette équipe-là est dominante. Là, vraiment. Là, dans cette Swiss League, il y a vraiment des écarts énormes. Perenberg, voilà, exactement. J'ai aucun mérite, on vient de me dire. Il fallait pas le dire. Des fois, il y a des noms, les soirs que tu dis comme ça, tu dis, attends, mais il y en a beaucoup à retenir. Hein? Et ils viennent, les noms. T'es excusé parce qu'il y en a quelques-uns. Il y en a 2, 3 quand même. Hein? Tu veux les numéros du loto? Attends, non, c'est pas. Allez, messieurs, il est temps. Stéphane. Ouais. Jingle. Pour les 3 étoiles de la soirée. Allez messieurs, 3e étoile de ce soir, David Ullström, parce que David Ullström à Bienne, on parle beaucoup de Kingsley au niveau des buts, mais Ullström, il nous a régalé, on va dire, de son sens de la passe, sens du but aussi, et mine de rien, il prend ses responsabilités comme étant l'étranger le plus performant. En tout cas, il est en train de poser ses valises, je dirais. Quand il est arrivé, il était là, il jouait pas. Avec Schneider, il changeait les rôles et tout. Maintenant, par la blessure de Pouliot, donc, il joue régulier et il trouve ses marques. Et puis, il fait des jeux, il fait des buts intéressants. Il marque à des moments importants aussi. Il est là. C'est aussi un beau bébé quand il va devant le but, puis quand il prend de l'espace. C'est un bel apport pour Bienne et il est en train de, comme on dit, poser ses valises. Stéphane, je sais que c'est un joueur que tu apprécies particulièrement. C'est la 2e étoile de la soirée. On vient d'en parler. 2 buts en assist pour lui, 3 points. C'est Kevin Clark. Moi, je l'apprécie encore plus parce qu'il est dans ma draft. Donc, quand il fait des points, je fais des points. Et je sais pourquoi je l'ai pris parce que je sais que c'est un fin renard offensivement. C'est un gars qui marque des buts. Un gars qui peut marquer peut-être 25 buts cette année. Ça fait partie des fines gâchettes. C'est un Rayala de ce monde. Hein. Le gars, il marque des buts un peu de façon différente. Beaucoup de déviations, rapprocher le gardien, mais il est petit. Ça, c'est un gars qui... Ça, c'est un gars qui va changer de crèmerie dans le futur, là? C'est pas impossible. Pas impossible. Allez, première étoile de la soirée, auteur d'un doublé qui permet notamment à Fribourg-Gotteron de s'imposer face à Lausanne. C'est Kylian Motter, on l'a dit, Geoffrey, 13e et 14e but de la saison pour lui. Oui, Kylian qui a une grande part ce soir dans la victoire de Fribourg. Hein. Ça fait quand même quelques matchs, je dirais, depuis le changement, comme je l'ai dit avant, d'entraîneur, que Kylian se bonifie. Je dirais que c'est le leader offensif actuellement de ce Fribourg-Gotteron. Et je pense qu'il va finir aussi la saison très très fort. Il va aider Fribourg dans cette opération, on va dire, un peu play-off.
Oui, bien parti pour réaliser au niveau comptable sa meilleure saison. Messieurs, il est temps de récapituler les résultats de cette soirée de National League. Il y avait 5 matchs au programme. Les 4 clubs romans étaient en lice et s'affrontaient même ce soir. La victoire de Rapperswil à l'extérieur, la seule de la soirée du côté d'Ambry. Le succès de Berne face à Genève Servette 3-2. Le large succès de Davos 5-1 face à Lugano. La victoire de Fribourg face à Lausanne. Et on l'a vu, celle de Zug, score serré 4-3 face à Bienne. Au classement, Zug retrouve la place de leader. Triple égalité en tête. Face à Genève Servette, oui, c'est une question de match joué. Ouais. 34 Zug, 36 et 36 en effet, 64 points pour Davos. Puis ensuite, il y a un petit gap avec la défaite de Lausanne, 9 points. Et on retrouve ensuite Bienne, Langnau, Berne, Fribourg. Et finalement, Lugano qui fait la mauvaise opération, j'ai envie de dire, de la soirée, avec 43 points. Ambry, 42 là aussi. Et puis 38, Rapi, c'est difficile parce qu'il y a quand même 10 points. C'est un match à 6 points, ces deux équipes-là. Parce que si Ambry gagne ce soir, ça fait 45-35. Là, c'est 42-38, tout est ouvert parce que les points comptent. On commence les play-out ou les séries contre la relégation avec les points cumulés. Allez, on va passer à la Swiss League avec les résultats, puisqu'on jouait aussi ce soir le succès des Getseka Lions à Saturgovie. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Sierre. Le succès de Sierre, tout de même, 4-3 étriqué du côté de Winterthur. La 3e victoire à l'extérieur. Il n'y a eu que des victoires à l'extérieur. Voilà, c'est facile. Langenthal 2-0 face à Viège. Le succès étonnant des Ticino Rockets 5-2 sur la glace de la Chaux-de-Fonds. Et Ajoie qui allait s'imposer après prolongation. Après prolongation sur le score de 3-2. On connaît beaucoup d'équipes qualifiées. Ils sont 6 désormais, avec Langenthal qui là aussi est en vert au classement. Les Getseka Lions 52, c'est Chaux-de-Fonds qui se retrouve à 49, mais 11 points. Vous voyez quand même la différence. C'est quasi impossible pour Sierre, 9e, alors que les Ticino Rockets seront en play-out. On arrive à la fin de cette émission, le temps de remercier nos invités. Merci Geoffrey, merci Marc. Merci à vous. Merci. Stéphane, on ne se retrouve pas demain. Non. Non, demain c'est repos, un petit bouillon de poule et puis on se remet d'aplomb. Mais il y a quand même du hockey sur glace parce qu'il y aura 2 matchs, Lugano-Davos et Rapi-Ambry à suivre, bien sûr, sur MySports dès 15h40. Merci à toute l'équipe. Très bonne fin de week-end, évidemment, à tous. Et à la semaine prochaine. Bye bye.